Donc on va essayer de vous faire quelque chose de très technique, de très opérationnel pour montrer le fonctionnement notamment des appareils pour faire de la congélation haute pression. Et Mélina vous présentera la partie opérationnelle concernant la cryosubstitution, avec, comme je vous le disais, sûrement quelques redondances, mais on va essayer de les squeezer. Donc moi je vais prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais prendre la base de la congélation haute pression comme une limitation de la fixation chimique. En fin de compte, il faut partir de là pour nous. En fin de compte, on a vu que les fixateurs qu'on pouvait utiliser pénétraient lentement dans les échantillons. Et donc du coup, il y avait une stabilisation qui n'était pas forcément complète. Et pour avoir une stabilisation complète, il fallait un délai. Et dans ce délai, il y a différents éléments qui s'effectuent. On a des remaniements structuraux qui entraînent des modifications morphologiques. Donc là, pour faire de l'ultrastructure, on obtient des artefacts. On a des pertes ou des transformations des antigènes, donc du coup une baisse de l'immunodétection. Et ensuite, comme le disait Bruno, des pertes ou des redistributions des ions. Et donc là, si on veut faire de la composition chimique, on ne peut pas obtenir l'information. Et donc il a été chercher une alternative. Et cette alternative, en fin de compte, c'était la cryofixation. Donc, pour répéter, en fin de compte, le but est de stabiliser les structures biologiques hydratées, et j'insiste bien là-dessus, par congélation de la phase aqueuse. C'est ça le challenge. Et donc l'objectif, c'est de maintenir l'eau dans son échantillon pour se rapprocher le plus de l'état natif, entre guillemets, de la biologie. Donc la congélation, ça date des années 60, et notamment par Moore et Riehl à Zurich en 1968, qui a, entre guillemets, développé, utilisé le principe de la vitrification de l'eau. Et cette vitrification, en fin de compte, c'est la transformation de l'eau liquide en eau solide sans formation de cristaux. Et donc, on va chercher à obtenir, entre guillemets, une glace vitreuse amorphe. Donc, ce petit schéma est pour vous montrer les différentes phases de l'eau, entre guillemets, au niveau soit eau pure, ici, vous voyez, sous sa phase liquide, et après cristallisation, on voit bien une organisation de l'eau. Mais néanmoins, si on cherche à avoir un état congelé, de manière de vitrification, en fin de compte, on voit bien que là, l'organisation n'est pas hétérogène, on va dire, contrairement à l'état de glace. Néanmoins, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est par rapport à une cellule. On voit bien ici, dans l'eau en phase liquide, dans une cellule, ici, sous une forme cristalline, on comprend bien l'objectif de ne pas avoir cette glace cristalline, puisqu'on crée des artefacts, notamment au niveau des membranes. Et là, vous voyez bien que si on va chercher la vitrification, on garde l'eau, mais aussi l'eau sous sa forme associée aux différentes protéines, aux différentes molécules. D'où l'intérêt d'aller atteindre cet objectif. Donc le principe, c'est d'atteindre un état métastable, avec des températures inférieures à moins 135 degrés, voire moins 140 degrés Celsius, qui est la température de transition vitreuse de l'eau. Et donc pour cela, on va chercher à travailler sur la vitesse de refroidissement de l'échantillon. Comme vous le disait Bruno, il faut environ 10 puissance 6 degrés Celsius par seconde pour atteindre cette vitrification de l'eau pure. Néanmoins, pour travailler sur cette température de vitrification, enfin sur cette vitesse de refroidissement, il faut travailler soit sur la concentration de l'eau dans l'échantillon, soit sur la pression. Et donc là, je vais vous résumer un petit peu les différentes vitesses qui peuvent exister pour voir un peu quels dégâts on peut obtenir sur la biologie. Et donc sur une vitesse de refroidissement lente, on voit effectivement qu'il y a une déshydratation de notre échantillon et une formation de glace à l'extérieur de la cellule. Et là, on obtient des cristaux dits hexagonaux. Et ça, c'est pour des températures de l'ordre de moins 73 degrés Celsius. Ensuite, si on augmente un peu cette vitesse de refroidissement, on voit ici que les cristaux extracellulaires se diminuent en taille, mais il y a une formation de cristaux à l'intérieur de la cellule, avec une moins grande déshydratation de notre échantillon. Là, on obtient des glaces cristallines aussi, qui sont plutôt cubiques et qui sont pour des températures inférieures à moins 90 degrés Celsius. Si on augmente la vitesse de refroidissement de manière très rapide, j'insiste bien là-dessus, sur la vitesse de refroidissement de l'échantillon, de l'eau dans l'échantillon, on voit ici qu'il n'y a pas de déshydratation, mais par contre une formation de cristaux. Et ces cristaux, en fin de compte, il faut qu'ils soient le plus petits possible en fonction de la vitesse de refroidissement, puisque plus les cristaux seront petits, meilleure notre ultrastructure sera préservée. Et ça, c'est peut-être une limitation qu'on peut donner, c'est qu'en fin de compte, on ne va peut-être pas aller chercher la glace amorphe, mais on va plutôt aller chercher un état de glace ou cristalline qui ne va pas être visible au microscope. On peut se limiter à ça, en fin de compte, parce qu'il ne faut pas aller chercher tout de suite la glace amorphe selon le projet qu'on peut avoir ou selon le type d'outil qu'on a. Mais néanmoins, l'objectif, c'est quand même d'atteindre la glace amorphe. Et donc pour cela, on va chercher plutôt des vitesses de congélation ultra rapides.
Et donc pour obtenir ces vitesses ultra rapides, on va se baser sur le diagramme de phase de l'eau, où en fin de compte, on va se limiter, comme le précisait Bruno, à des pressions d'environ 2050 bars et à des températures de moins 90 degrés Celsius minimum. Parce qu'en fin de compte, à ce point-là, l'eau est 1500 fois plus visqueuse qu'à pression ambiante. Et donc ça va nous permettre de réduire le potentiel de cristallisation. Voilà pourquoi on va chercher à travailler à ce point-là. Et donc ici, résumé sur ce petit tableau, on peut voir qu'à pression ambiante, on a bien ces 10 puissance 6, mais dans un échantillon, on a réduit aussi notre vitesse, puisqu'on a 10 puissance 4. Et si on se travaille à 2050 bars environ, on atteint des vitesses qui sont de l'ordre de 10 puissance 3 degrés Celsius par seconde. D'où l'intérêt de travailler à cette pression. Parce qu'en fin de compte, ce point, c'est le point de congélation et de vitrification de l'eau le plus bas qui existe. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment on va réaliser cette glace amorphe. Donc moi, je vais vous présenter les équipements qui nous permettent, et les méthodes, entre guillemets, qui nous permettent de faire la cryofixation à haute pression. Donc on va s'appuyer sur des automates qui nous permettent d'appliquer des fortes pressions, des fortes vitesses de refroidissement et une congélation par l'azote liquide. Il existe 2 méthodologies qui ont été développées. La série des HPM, en fin de compte, ce sont des équipements qui permettent d'une mise sous pression sous azote liquide qui va être envoyée dans la chambre et une congélation de cet échantillon. L'autre série, la série des impacts, en fin de compte, là, la pression est appliquée sur l'échantillon via un liquide intermédiaire. Puis, en fin de compte, l'échantillon va être congelé. Il faut bien voir que c'est vraiment 2 philosophies différentes pour un même but, la glace amorphe. Donc, en 1968, ça a été le premier prototype. Et on peut dire qu'aux alentours des années 1973, on va dire que ça a été vraiment la première machine qui a pu être exploitée au niveau recherche. Donc, la série des HPM100, aujourd'hui, il y a 2 machines disponibles, soit l'HPM10 qui est distribué par RMC et l'HPM100 qui est distribué par l'ECA. Alors, comment distinguer cette série? En fin de compte, il y a un jet d'éthanol qui va permettre de faire coïncider la mise en place de la pression et la congélation, enfin la diminution de la température. La différence, c'est qu'on a un système de sandwich. On va mettre entre guillemets notre échantillon dans une chambre. Et ensuite, ce sont des porte-objets principalement en aluminium. Alors, c'est ça l'intérêt, c'est que dans cette série d'HPM100, il y a un grand nombre de supports différents qui nous permettent de traiter tous les types d'échantillons. On va commencer par les cupules les plus communes. Ce sont des cupules qui font entre 2 mm de diamètre et 5 mm de diamètre sur des profondeurs allant de 100 microns à 600 microns d'épaisseur. Et j'insiste beaucoup qu'il faut bien avoir conscience que là, on est d'accord sur les 200 microns de vitrification. Mais quel intérêt à aller chercher des échantillons plus gros? C'est que ça va être plus facile à prélever, plus facile à mettre dans les cupules, et donc on va peut-être gagner le temps nécessaire pour optimiser notre vitrification. Donc voilà, on va dire les cupules les plus communes. Ensuite, on a des disques de saphir qui font des diamètres de 6 mm sur lesquels, en fin de compte, on peut faire de la culture adhérente. Et là, c'est très pratique parce qu'en fin de compte, il suffit de prendre ce disque de saphir comme une boîte de culture. Ensuite, on prend ce disque de saphir, on le met dans l'appareil et on a congelé des cellules. Ça, c'est un outil, c'est un petit ustensile très intéressant. Et ça permet facilement de faire de la microscopie corrélative puisqu'il suffit de mettre un genre de masque au carbone. Et là, on arrive à repérer où est la cellule. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Il y a aussi, bien sûr, des cupules dédiées à la biopsie de tissu, donc, voilà, et des cupules dédiées à la cryofracture. Comment ça marche? C'est qu'on va mettre notre échantillon dans la cupule, on va rajouter du cryoprotectant, on va remettre dessus une deuxième cupule qui obtient un sandwich. On va mettre ça dans des supports qui permettent, en fin de compte, de faire... Excusez-moi, voilà. Dans les supports, donc vous voyez la cupule se met ici. En fin de compte, ça c'est l'appareil, mais bon, peu importe. L'intérêt, c'est qu'on voit ici, la flèche bleue représente l'azote liquide sous 2050 bars qui va aller congeler l'ensemble de notre chambre. Et c'est ça qui est très important dans cette série d'HPM100, c'est qu'on va congeler la chambre et pas l'échantillon directement. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée du temps, ici la courbe des pressions. Vous voyez, on a atteint notre pic de 2000, un peu plus de 2000, donc 2050 bars environ. Et ici, de manière synchronisée, une baisse en température. Et vous voyez, on est de l'ordre de 5 à 10 millisecondes. Donc voilà pourquoi c'est la limitation, en fin de compte, parce qu'on ne peut pas aller chercher des phénomènes rapides à cause de ce temps incompressible qui est la mise en place, entre guillemets, de la pression et de la congélation. Alors l'autre série des appareils permettant de faire la cryofixation par haute pression, c'est la série des impacts. Donc là, l'ECA est le seul distributeur et constructeur. Là, aujourd'hui, il ne reste plus que l'Impact 2. Alors la différence, c'est qu'en fin de compte, on va utiliser le méthylcyclohexane qui va être mis sous pression et qui va appliquer
sur l'échantillon cette pression, et ensuite, environ 5 ou 10 millisecondes après, on va envoyer un jet d'azote liquide. Donc, vous voyez, il y a un laps de temps, d'accord, mais on est l'ordre de la milliseconde. Donc voilà vraiment la différence, on va dire, philosophique entre les deux machines. Mais là aussi, il y a formation d'une chambre. Hein. Mais il n'y a qu'un seul porte-objet. Il n'y a pas de formation de sandwich. Et la particularité aussi, c'est qu'en fin de compte, on utilise des porte-objets en cuivre recouverts d'or. Là, il faut voir aussi une différence philosophique. Donc là, à peu près les mêmes types de supports. Je ne vais pas répéter. Hein. C'est pour faire notamment ici, là, la petite différence, c'est que je vous montre ici les tubes en cuivre qui nous permettent de faire du CMOVI sur des suspensions cellulaires, notamment. Donc, pour conclure, en fin de compte, je vais vous lister un peu les différents intérêts de la cryofixation haute pression, sachant qu'il y a eu déjà des points importants qui ont été donnés par Bruno, mais il faut voir que ça, c'est très intéressant. En fin de compte, ça permet notamment de voir la haute résolution, puisque justement, on va aller chercher un état amorphe qui va diminuer, avec des guillemets, la dégradation de notre tissu, justement. Hein, si on veut chercher ces techniques, c'est parce qu'on va les chercher à haute résolution, à fort grandissement, et donc on ne veut pas qu'il y ait nos structures qui soient abîmées par cette préparation-là. Ensuite, on peut garder les phénomènes rapides. Donc là, c'est vraiment, là on est d'accord, on est dans la limite des millisecondes. Ensuite, ça permet la détection d'antigènes fragiles, même si on peut en discuter encore, je crois, c'est à discuter, et un maintien des éléments qui sont normalement extraits, si on obtient après une cryosubstitution adaptée. Pour terminer, cette partie, on va dire, descriptive, en fin de compte, il y a plusieurs limites à cette cryofixation haute pression. C'est qu'on va chercher à congeler de l'eau. Et l'eau, comme vous le savez, ça a un mauvais coefficient de transfert de chaleur. Et c'est un très mauvais conducteur. Donc voilà pourquoi il faut chercher à utiliser des échantillons qui sont le moins hydratés possible ou les rendre les moins hydratés possible. Ensuite, on a le temps de préparation qui est crucial, c'est celui avant la cryofixation. C'est notre limite. Mettre 2 heures, entre guillemets, pour aller prélever un échantillon, c'est trop tard. Hein, il faut déjà être, entre guillemets, dans cette phase de cryofixation au prélèvement, au moment du prélèvement. Hein. Alors, la théorie dit, hein, je précise bien, de l'ordre de la minute. Donc imaginez que vous voulez travailler sur une souris, hein, le temps déjà de prélever la moelle épinière, il est déjà trop tard, on est bien d'accord. Mais néanmoins, il est vrai qu'avec les outils qu'on a maintenant, notamment le pistolet, on prélève beaucoup plus rapidement dans le cerveau sans forcément aller disséquer le cerveau. Et ça, c'est ça qui permet d'adjoindre, entre guillemets, nos techniques de préparation avec la cryofixation. On peut travailler sur des petits échantillons, bon ça c'est l'inconvénient, pardon. La présence de compartiments gazeux, mais ça je crois que la question a déjà été soulevée. Le caractère facile, difficile de l'échantillon, et là je rejoins Bruno là-dessus, je pense qu'il est impossible de le dire avant d'avoir fait la manip, surtout en HPF. Et ça c'est une des priorités, c'est de savoir se dire, bon, on tente une manip d'HPF pour voir ce que ça donne, parce qu'il suffit de 10 microns bien fixés pour avoir la réponse qu'on attendait. Bon, après, ça peut être le coût et la durée, mais ça c'est variable selon les échantillons et les machines. Pour terminer, pardon, j'étais un peu vite. Donc voilà sur quoi on peut travailler comme technique. On peut d'abord travailler sur des tissus, soit de manière in vivo, soit des cultures organotypiques, soit ex vivo. Donc là, par exemple, c'est un système nerveux, c'est du cerveau. Sur des cellules adhérentes, là, ce sont des neurones. Ou encore des drosophiles, ou ici, des liposomes en suspension. Voilà un exemple de préparation, fixation chimique, puis inclusion en résine épon. Et le même tissu, après cryofixation haute pression, plus cryosubstitution. Donc ça parle de lui-même, mais néanmoins, ce qui est intéressant, et c'est ça surtout qu'il faut noter, c'est qu'on garde avec la HPF et une bonne cryosubstitution le caractère rond des fibres nerveuses, notamment, des molécules, des organites, et ça c'est vraiment très intéressant. Bon, je vais passer vite sur les exemples. Ici, vous avez un desmosome, en fin de compte, dans lequel Ashraf a pu mettre en évidence la structure interne des desmosomes épidermiques. On a ici aussi l'intérêt de faire de l'HPF après cryosubstitution sur la qualité de préservation des crêtes mitochondriales. Hein, on voit bien la double membrane, donc ça c'est vraiment le avant-après, là, il parle de lui-même. Et donc, pour terminer, un petit résumé où, en fin de compte, on peut faire beaucoup de choses après l'HPF. Hein. Donc on peut faire soit du cryotransfert et faire du FIB, soit de la cryo-ultramicrotomie pour faire à la fin soit du cryomicroscope, soit de la transmission de base, soit faire de la microscopie électronique à balayage après cryotransfert ou cryofracture. Mais néanmoins, ce qu'on peut considérer comme étant le plus facile à faire, c'est de faire soit du freeze drying, soit de la cryosubstitution. Et puis là, je vais laisser la place à ma collègue Mélina qui va vous présenter cette partie-là.
si, là ça y est, mais... Comment ça marche? Donc, je vais vous expliquer un petit peu donc, toute la partie cryosubstitution et inclusion en résine des échantillons biologiques. Donc, c'est l'étape qui va suivre la cryofixation haute pression. Donc, Monsieur Humble en a déjà beaucoup parlé, ça va être un tout petit peu redondant, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus sur le côté pratique que sur la partie théorie. Donc, on part du principe où vous avez congelé votre échantillon. Donc, l'échantillon, pour pouvoir l'exploiter, il faut en faire quelque chose. Pour la microscopie électronique en transmission, le but va être d'en faire une coupe ultra fine. Pour en faire une coupe ultra fine, il va falloir avoir un échantillon dur. Donc, on va devoir l'inclure en résine. L'autre but de la substitution à basse température va être d'utiliser des agents déshydratants et fixateurs pour réticuler les composants cellulaires et remplacer l'eau, évidemment, pour pouvoir ensuite l'inclure en résine, afin de conserver l'ultrastructure dans l'état natif, ou du moins l'état le plus près du matériel vivant. C'est notamment grâce aux températures basses qu'on va pouvoir le faire, car elle va limiter les effets néfastes dus à la déshydratation et à l'inclusion, aux imprégnations en résine. Et ces basses températures vont avoir un autre avantage, ça va être de préserver au mieux l'antigénicité des tissus et donc de permettre d'obtenir des immunomarquages avec une meilleure résolution. Donc, principe général de la cryosubstitution est de substituer l'eau congelée sans altérer l'ultrastructure native de l'échantillon, avec pour but de stabiliser de façon chimique et de faire une déshydratation à l'état congelé. Les étapes principales, telles qu'on l'a déjà dit, c'est déshydratation, fixation chimique, infiltration en résine et polymérisation, avant de passer à la coupe et à l'immunomarquage, mais je ne rentrerai pas dans ces étapes-là. Donc, la déshydratation commence à très basse température. La fixation va se faire au fur et à mesure de la remontée en température, puisque les différents fixateurs que nous allons utiliser vont avoir un rôle selon la température à laquelle l'échantillon est placé. Et ensuite, on va avoir l'imprégnation et la polymérisation. Donc, ces températures d'imprégnation et de polymérisation vont dépendre de la résine utilisée. La première étape, donc la déshydratation, se base sur le principe que la glace va être soluble dans un solvant. Donc on va remplacer l'eau sous forme de cristaux de glace par un solvant. On débute à moins 90 degrés en utilisant un mix congelé. Que contient ce mix? Il va contenir notamment un solvant anhydre, donc complètement dépourvu d'eau. Donc on a différentes possibilités, l'acétone, l'éthanol, le méthanol notamment. Un ou plusieurs fixateurs, donc, tels que le tétroxyde d'osmium, l'acétate d'uranyle ou différents aldéhydes qu'on va utiliser à différents pourcentages selon ce qu'on veut en faire et qui vont avoir des actions combinées. Et on peut donc utiliser de l'eau pour améliorer notamment le contraste des membranes. Cette étape va durer un minimum de 8 heures qui va permettre un temps d'échange avec l'eau. Et cette étape, le temps de cette étape va dépendre de l'épaisseur des parois à traverser. Donc les parois d'une cellule, la paroi d'une bactérie ou la paroi végétale ne posent pas la même résistance aux échanges. Et donc plus la paroi est difficile à traverser, donc on revient sur la problématique du végétal notamment, mais c'est aussi le cas pour les levures et les bactéries, plus on va avoir besoin de temps pour permettre les échanges de la glace, de l'eau, des solvants. Plus tard, on verra aussi avec la résine. Et donc, ce qui a déjà été dit aussi, mais qui est vraiment important, c'est que plus la déshydratation est lente et moins il y a d'artefacts. C'est-à-dire que plus elle est lente, moins on va avoir des mouvements d'ions, moins on va avoir de modifications sur la forme, notamment des vacuoles ou ce réticulum, etc., d'effets osmotiques. Donc moins de déformations sur l'ultrastructure de base. Ensuite, on a la fixation chimique. Je ne reviens pas sur le principe. On va stabiliser et réticuler au mieux les constituants cellulaires pour garder vraiment l'ultrastructure native. Donc, on a vu qu'à moins 90 degrés avait lieu la dévitrification. C'est à cette température-là qu'on va avoir la libération des charges négatives des acides nucléiques et donc l'accès des groupements phosphates qui va permettre à donc un des fixateurs, qui est l'acétate d'uranyle, d'agir.
Ensuite, quand on remonte en température, on arrive à moins 70 degrés avec l'action du tétroxyde d'osmium et à moins 40 degrés avec l'action du glutaradéhyde, qui vont chacun des actions différentes au niveau de la fixation et donc permettre de façon combinée de fixer au mieux l'échantillon biologique. Oui, de toute façon, ça a déjà été expliqué, mais c'est le principe aussi du mix et de la concentration des différents fixateurs de l'eau et des solvants au fur et à mesure de la température, ce qui sera aussi le cas après avec la résine, et de toujours rester au-dessus de l'état congelé du mix pour toujours avoir des échanges. Ensuite, on a l'infiltration en résine et la polymérisation. Donc, pourquoi on a utilisé un solvant pour faire une imprégnation en résine ensuite? C'est parce que la plupart des résines sont hydrophobes. Et donc, on va faire l'intermédiaire du solvant, qui est miscible à la fois avec l'eau et à la fois avec les résines, pour pouvoir petit à petit faire rentrer la résine dans l'échantillon biologique. Donc, on va faire des bains progressifs, et ces bains vont se terminer à la température de polymérisation de la résine. Donc, tel qu'il vous a déjà été expliqué, il existe plusieurs résines utilisables en microscopie électronique. Les résines époxy qui vont polymériser à chaud, qui sont notamment dédiées la plupart du temps à l'ultrastructure, et les résines acryliques, donc notamment avec les Lovicryl, qui sont des résines qu'on polymérise à froid. Donc, selon la résine, on a une température différente, et qui, elles, vont polymériser sous UV. Donc, je vous ai mis deux exemples de protocoles. Le premier est un protocole que j'ai utilisé pour faire une cryosubstitution sur C. elegans pour observer son ultrastructure. Donc, comme on l'a déjà dit, C. elegans a une paroi difficile à pénétrer. Donc, on a utilisé un temps long de substitution, de déshydratation qui est de l'ordre de 20 heures. J'ai utilisé beaucoup plus long, mais 20 heures suffisent. Donc, quand on peut aller au plus court, on va au plus court. Et donc après, vous voyez les différents temps, avec une étape à moins 30 degrés de 15 heures qui est toujours dans le mix avec les différents fixateurs. Puis petit à petit, on va venir faire une imprégnation en épon sur quelques heures et une polymérisation de 48 heures à 60 degrés. Donc c'est un protocole qui va durer 6 jours, ce qui est déjà assez long. Si on passe sur un protocole en immunomarquage, donc là notamment c'est une inclusion en HM20, on va avoir des protocoles, déjà un temps de déshydratation que j'avais utilisé qui était beaucoup plus long. Et ensuite, les différents temps d'imprégnation vont être plus longs aussi, qui fait qu'on va avoir un protocole qui va durer 10 jours. Donc déjà là, on a une manip qui commence à devenir lourde, surtout quand elle foire à la fin qu'il faut tout recommencer. Donc voilà. Non, mais c'est les difficultés de la frise substitution. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin de ces protocoles? Alors, il y a différentes façons d'inclure les échantillons. On va avoir un bloc classique avec un échantillon qui a subi l'osmium, donc qui va être noir. On peut, donc là, pour C. elegans, a été développé par Yannick Schwab et Irina Kolotueva un principe de faire une inclusion à plat, donc dans un moule d'Aklar. Donc l'épaisseur du bloc est de l'ordre de 200 microns, si je ne m'abuse. Le C. elegans avait été inclus dans un disque d'agarose de la même épaisseur pour l'HPF. Donc on obtient un verre qui est complètement droit et donc on peut faire avec ça de l'ultramicrotomie ciblée, c'est-à-dire qu'on est capable de repérer ses organes et d'aller directement là où on veut pour observer un phénomène ou ce qui était le but de mon étude, d'aller observer la localisation de nanoparticules qui avaient été ingérées par le verre. Dans la gamme Leica, on a différents moules. Donc on a des moules hauts et des moules plats qui permettent aussi d'orienter l'échantillon. Et donc l'orientation de ces échantillons nous permet une exploitation facilitée. Et ça a déjà été abordé, mais c'est la petite chose un peu phare en ce moment. C'est donc ce qu'a développé Kent McDonald et Rick Webb, qui est la frise substitution en moins de 3 heures. Donc au début ça fait un petit peu rêver quand on voit ça, surtout que ça fonctionne sur plein de choses et notamment des échantillons très difficiles comme C. elegans, comme le matériel végétal, etc. Donc il fait une frise substitution donc en moyenne 2 à 3 heures, mais effectivement il peut la diminuer à 90 minutes. Ensuite infiltration et polymérisation en quelques heures. Donc l'éponge qu'on polymérise en 48 heures habituellement peut polymériser overnight. Donc on réduit de façon très 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 considérable les temps d'imprégnation, de manipulation.
pour obtenir des résultats qui sont d'une qualité d'ultrastructure semblable à nos protocoles longs et qui sont aussi efficaces pour l'immunomarquage lorsqu'on va utiliser des résines low-vicryl. Donc ça donne très très envie. L'autre avantage aussi en ces temps de développement de la microscopie corrélative, c'est que via cette quick free substitution et une inclusion en résine novicryl, on va pouvoir conserver une fluorescence intrinsèque des échantillons et donc avoir notre échantillon en microscopie électronique qui va émettre de la fluorescence et donc faire des images qui vont pouvoir se superposer. Ce qui commence à fonctionner quand même pas mal. Donc j'ai vu ça en démonstration moi de la part de Kent McDonald sur des cellules. C'est assez merveilleux. Donc voilà, ça c'est les petites avancées.